Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, après on a 2 semaines d'interruption, c'est les vacances scolaires. Et donc on reprendra, je ne sais plus quand, ça doit être en novembre, avec Olivier, c'est toi qui vas faire celui d'après. Olivier Roche. Le combien? Le 3? Le 3, moi je crois. Donc voilà, et ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez bien penser à éteindre votre micro et la caméra pour qu'on n'ait pas de problème de flux? Merci à toi. Merci. Donc je vais vous présenter un modèle Mantle Rain qui se résume par cette figure. Donc que j'ai fait avec Nathalie. Alors parfois je vais utiliser le jeu parce que il est vrai que la partie modèle, je l'ai beaucoup fait par moi-même. Maintenant, j'aurais jamais fait ce modèle sans les discussions, sans les calculs de Nathalie. Donc tout ce qui est quantitatif, de la quantité d'eau dans les différentes parties, c'est plutôt Nathalie. Et puis le modèle, j'ai plutôt développé, donc j'utiliserai jeu ou nous. Et on est deux à avoir fait ce boulot. Les autres, c'est pas rien du tout. Il y a toute la partie low velocity layer, donc cette petite couche qui se trouve au-dessus de la discontinuité à 410 km qu'on travaille intensément au labo depuis quelques années. Avec Git qui a pas mal bossé dessus, il y a Julien Chantel aussi, je vais montrer une figure ou deux. Avec Damien, avec Ali pour les calculs de densité de liquide, Pierre Condamine qui m'a donné une compo, qui m'a précisé une compo qui était partiellement publiée, je le remercie. Et puis, c'est aussi une discussion qu'on avait avec les Lyonnais sur la tomographie du manteau supérieur. Il y a même eu une ANR à un moment qui était pilotée par Git qui voulait faire cette collaboration qui finalement ne s'est pas faite, mais qui a donné l'existence à ce modèle. Donc, ces gens-là aussi ont bien participé. Alors, c'était pas évident à construire ce talk, parce que finalement, pour ceux qui connaissent, disons, ce qu'on appelle le filtre d'eau, donc de Karato et Berkovici, ou Berkovici-Karato, ou Karato-Berkovici, ou Berkovici-Karato, parce qu'ils l'ont publié 10 fois, on pourrait démarrer de là, mais je vais redémarrer un petit peu avant, parce que sinon, ce serait trop court et puis trop compliqué. Donc, l'idée du modèle, c'est d'essayer de boucler le cycle d'eau interne d'un point de vue qualitatif et quantitatif, avoir une bonne idée de ce qui se passe. Donc, on va commencer par ce côté-là, ça c'est assez bien connu. Il y a de l'eau qui rentre dans les minéraux, soit sous forme serpentilisée, soit sous forme de minéraux hydratés, divers et variés, qui va rentrer. Tout le monde a déjà vu cette figure ou les équivalents ici, et puis il y a une partie de l'eau qui ressort, et puis ensuite, eh bien, on ne sait pas trop où ça va, et c'est là le sujet. Alors, on se réfère souvent à ce diagramme. Ce diagramme, c'est le diagramme, donc ici j'ai la température, la pression. Ici, on a donc les isothermes du manteau, qui font que des phases ici hydratées vont disparaître. On va voir ici de l'olivine avec un petit peu d'eau dedans et aussi les pyroxènes, les grenats et d'autres minéraux. Ensuite, la wotsleyite à 410 km qui va être la zone de transition, ringwoodite et bridgmanite, perovskite qui est ici. Donc on a un diagramme ici où on a une certaine déshydratation, mais ces minéraux peuvent quand même emmener de l'eau à l'intérieur. Donc ici, on va faire un petit bilan pris sur des papiers, des références comme ça, les plus cités par exemple. Donc on a des plaques qui plongent, un certain volume qui a été estimé, donc 250 km3 par an de matériel qui est subducté. Là-dedans, il y a de l'eau, et cette eau, comme je viens de le dire, rentre partiellement à raison de 35-40% de toute cette eau qui est dans la plaque qui finit par rentrer dans les profondeurs. Donc je passe quelques chiffres ici. On trouve cette valeur-là, il y a une masse océanique recyclée dans le manteau profond en 2,5 milliards d'années. Donc ce n'est pas négligeable, c'est une quantité assez importante. Là-dessus, il y a des incertitudes, on va y revenir plusieurs fois. D'abord, est-ce que 35-40% de l'efficacité, c'est-à-dire ici, est-ce qu'il y a vraiment 35-40% de l'eau
qui initialement est dans les minéraux, il y en a qui sortent dans le coin mantélique. Est-ce qu'on a vraiment cette efficacité? Bien, on va être obligé d'en douter assez vite avec le petit calcul ici. Ou bien c'est vrai, parce que c'est ce qui a été aussi estimé par différents auteurs. Moi, je pense que c'est à peu près vrai, parce que ça boucle avec le modèle. Bon, on va voir ça. Tout de suite, puisqu'on parle du cycle de l'eau, il y a de l'eau qui sort, où ça, principalement le volcanisme. Au niveau des rides, c'est là où il y a la plus grande quantité de basalte qui est émise. Si on considère qu'il y a 2000 ppm d'eau dans les basaltes, avec la quantité de basalte qui sont fabriqués tous les ans, on se retrouve ici avec une quantité d'eau ici, 3,5 à 8, dépendamment des différents chiffres qu'on peut utiliser, 10 puissance 11 kg d'eau par an qui rentre et qui sort au niveau des rides océaniques ou des autres volcans qui sont dans une quantité négligeable. Il y en a 1,2, donc ce calcul semblerait montrer qu'il y a 3 ou 5 fois moins d'eau qui sort que ce qui rentre. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la différence entre subduction d'eau et... Alors, subduction de plaque, ça c'est bon. On met de l'eau dans la plaque. Donc ça, c'est ce qui est subducté. À peu près une masse océanique par milliard d'eau qui est subductée. Il y a un gros paquet qui ne descend pas. Il n'y en a que 35-40% qui descend, le reste ressort en volcanisme d'arc. Et donc, il pourrait y en avoir 35-40% de cette quantité qui descend effectivement dans le manteau profond, sous forme donc de ces minéraux-là. Donc ici, il semblerait, avec ce petit calcul, qu'il y a quand même beaucoup plus d'eau qui rentre que d'eau qui sort. Alors soit on augmente l'eau à l'intérieur de la Terre régulièrement, soit le 35-40% est faux, soit il faut la faire ressortir ailleurs, d'une autre façon. Alors, je ne vous ai pas mis, j'aurais pu le mettre, j'y pense maintenant, le devenir de ces plaques plongeantes. Donc ces plaques plongeantes, pour certaines, en grande quantité, vont stagner un petit peu dans la zone de transition. Parfois, elles vont descendre dans le manteau inférieur ou pas. Donc, j'étais déjà un petit peu plus loin que cette diapo, mais on a donc des minéraux ici dans le manteau qui sont NAMS, Nominally Anhydrous Minerals, donc les minéraux du manteau classique, la péridotite qui contient de l'eau, qui va générer ici des basaltes, et on aurait potentiellement un cycle ici qu'il faut définir. Alors, si on rentre 3,5 fois plus d'eau quelque part, l'idée de ce modèle, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se remplir et qui va devenir une source secondaire. Alors, soit une source secondaire pour emmener l'eau dans le noyau, soit une source secondaire pour emmener l'eau vers la surface, mais on ne peut pas rentrer de l'eau internellement. Un océan d'eau sur 2,5 milliards d'années, ça fait beaucoup. Il faut le mettre quelque part. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec ça. Et surtout, utilisons la sismologie. Donc, on va arriver ici sur ce qu'on appelle le low LVL, le low Vesti layer, qui est juste au-dessus de 410 km, qui est une zone à faible vitesse, qui est répandue pratiquement partout au-dessus de la limite à 410 km. Ici, elles sont triées par hauteur de la 410 parce qu'en fonction de la température, localement, la 410 peut aller de 400 à 410 en fait. Donc ça a été, ça date pas d'hier, hein, c'est donc les Américains qui avaient déjà proposé en 1994 dans un papier Nature Seismic Evidence for Silicate Melt à top de 490 km de discontinuité. Donc ici, il y a bien un liquide qui a été affiné par différentes méthodes sismiques les plus modernes qui puissent être, et qui a donc une hauteur variable qui dépend de on ne sait pas trop quoi. Ici, vous voyez, c'est assez discontinu, mais qui est pourtant réel. Alors, dans le labo, qu'est-ce qu'on a fait depuis quelques années, en particulier avec Guit et Julien Chantel et Damien Freitas, c'est de voir est-ce que ce type d'anomalie, celle-ci, et puis on verra un petit peu après aussi l'anomalie LVZ, donc les low velocity zones qui se retrouvent entre 80 et 150 km de profondeur, est-ce que c'est vraiment du liquide ou autre chose?
Donc ça, c'était la manip de Julien Chantel, une des manips, qui a fait son papier le plus important, je pense, où pour mimiquer, pour voir l'effet du melt, c'était un mélange d'olivine plus de basalte, et en montant la température jusqu'au niveau de fusion de ce basalte, il regardait comment évoluaient les vitesses acoustiques dans les échantillons qui sont transmis ensuite en vitesse sismique, et on voit bien que on n'a même pas besoin d'arriver à 4% de morve ici, 2% ou 1% de morve, donc 1% ou 2% de liquide produisent déjà des effets significatifs sur les VP et VS qui donc sont du même ordre, bien corrélés avec ce qu'on peut observer dans le low velocity layer. Pourquoi une si faible quantité de liquide arrive à modifier autant les propriétés sismiques, et pas seulement sismiques, mais aussi de conductivité électrique, puisqu'il y a des mesures de conductivité électrique aussi dans le manteau supérieur. C'est un angle diédral très faible. Les liquides à haute pression sont beaucoup plus mouillants qu'à basse pression. Même ici, alors je ne sais pas quel liquide c'est exactement qui a été fait dans ces manips-là, mais on voit ici donc, que les liquides non mouillants font des poches et restent localisés. Par contre, les liquides mouillants, même pour des faibles teneurs, pour des faibles proportions de liquide, vont mouiller tous les grains et affecter les propriétés géophysiques, mais aussi va diffuser très rapidement. Il y a une manip qui a été faite au Japon très belle sur la vitesse de diffusion qui est multipliée de 2 ordres de grandeur quand on change le type de liquide, parce que ces fluides migrent très rapidement à travers dans les joints de grains. Et surtout, ne produit pas de poche de liquide, et ça tombe bien, puisque dans le LVL, c'est une des caractéristiques principales, et on va voir après que c'est pas rien, parce qu'on ajoute de l'eau tout le temps, et on ne voit pas de ponds, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de liquide localisé qui se forme, il n'y a pas de... C'est réparti, et ça diffuse très largement de cette manière. Donc, je reviens à ce modèle dont je vous parlais tout au début. Donc, ça a été proposé aussi, ça commençait à être vieux, 2003. Et puis en plus, bon, ce qui est amusant dans ce papier, c'est que finalement, le News and Use de Hoffman, il a fait la figure la plus claire du papier. Ça, mais l'idée qui avait été développée déjà il y a un moment, c'est que cette couche ici, où il y a des réductions sismiques, qui serait probablement liquide et peut-être associée à l'eau, pourrait être un filtre d'eau, c'est-à-dire qu'au moment, enfin dans les mouvements de convection, on a des matériaux qui contiennent de l'eau qui remontent et qui sont filtrés, qui produisent donc ici, donc je vais vous expliquer sur la transparence suivante pourquoi il y a ce filtre et cette apparition de melt ici, mais tout ça, ça avait été très bien décrit là-dedans. On remonte un matériel de la zone de transition qui est assez riche en eau, qui est solide, et quand il passe le 410, il crée cette couche. Et donc dans ce modèle, ils disent, on filtre, on remonte du depleted upper mantle, on garde ça, et tout ça, on va le laisser au fond. J'ai fait ici un petit clin d'œil éternellement, puisque bien sûr c'est là-dessus que je vais mettre le doigt et appuyer fort. Éternellement, pour eux, ils remontent du manteau déplété et ils gardent les éléments incompatibles et l'eau dans le bas du manteau profond. Alors, c'était pas cette figure que je voulais, c'était celle-ci, mais je vais y revenir après. Donc, c'est l'explication de ce dont je vous parlais tout de suite. Dans le manteau supérieur, ici, je trace la teneur en eau dans le manteau. Donc ça, c'est dérivé de ferro et wolfram. La teneur en eau dans le manteau en fonction de la profondeur pour différentes températures de manteau. Donc, si on a une température qui est très élevée, on ne met pas beaucoup d'eau. Si une température est très faible, on met plus d'eau, et ça c'est en fonction de la profondeur. Et ici j'ai arrêté à 90 km, donc ça c'est de la quantité d'eau que vous pouvez mettre dans le manteau supérieur, Olivine Bearing Mantle, OBM, la quantité d'eau que vous pouvez mettre avant de créer un liquide. Ça c'est la saturation, limite de saturation. Et
dans la zone de transition, donc ici il y a un spectre d'infrarouge ici d'olivine, et puis le spectre de wasserite, dans la zone de transition, vous pouvez mettre 5, 10 fois plus d'eau dans les minéraux. Donc, le niveau de saturation d'eau dans la zone de transition étant tellement plus élevé, je reviens sur la figure précédente, dans la zone de transition, le niveau d'eau de saturation est très très élevé, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez, vous ne le verrez pas sismiquement, c'est dans les minéraux sous forme OH. Si vous passez ici, vous avez un manteau qui n'accepte pas d'eau, peu d'eau, c'est quand même une certaine quantité, et ça se met à fond. Donc l'explication est assez simple. Vous avez sûrement entendu parler, on a ici des limites de 2000 ppm par exemple, pour des 1600 degrés, 1650 degrés c'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui on a une limite de 1700 ppm d'eau dans le manteau pour Livingberg Mantle avant de fondre. J'ai presque fini cette partie-là d'explication du water filter. En fait, ça c'est la manip phare faite par Damien, sous les conseils de Guy et de Nathalie, d'essayer de reproduire ce système. Donc, ils ont pris de l'eau, des matériaux de la zone de transition assez chargés en eau. Ici, on voit 3000, 3500 ppm, donc tout ça, c'est ici. Ils ont fabriqué ces matériaux de la zone de transition qu'ils ont replacés dans le manteau supérieur et en chauffant. À un moment, on a une transition qui est purement structurelle, et puis plus haut, la dehydration melting, donc la fusion due à la quantité d'eau, et le low wasting. D'ailleurs, c'est ça, donc on a un petit peu d'eau qui est générée, un petit peu de melt qui est généré, saturé en eau. Ok, je pense que j'ai expliqué 3 fois la même chose. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est quoi le Mantle-Rain model? Ben, c'est de retourner la vapeur. C'est-à-dire, c'est peut-être pas un filtre pour l'eau et les incompatibles, mais en fait une source. Alors, il va falloir que je vous en convainque, mais l'idée c'est que oui, on voit quelque chose avec notre échelle de temps, mais c'est quoi? C'est un filtre et ça redescend ou c'est quelque chose qui est en train de remonter? C'est là la question. En effet, ça ressemble, hein, n'est-ce pas? Ici, j'ai fait des flèches pour le mettre qui vont vers le haut. Ici, c'est une couche LVL. A priori, ça ressemble. Est-ce que c'est ça? Bon, on va faire... Alors, première chose à faire, c'est de tirer un peu sur le modèle du voisin. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le water filter? Le water filter, il dit les liquides ne remontent jamais et ils retombent dans la zone de transition, voire plus bas. Alors, je vais mettre plein d'autres arguments après, mais déjà comme ça, en regardant, le liquide, je vais vous montrer ce que c'est vrai, il y a une zone où les liquides stagnent à cet endroit-là, d'ailleurs ça se voit sismiquement, mais on le reproduit aussi expérimentalement. Mais ces liquides, ils sont quand même moins denses que la zone de transition. Il y a une transition de phase qui amène à la wasserite, qui a un delta ρ de 5 à 8%, ça dépend de la composition, de ce que vous mettez comme autre, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Le liquide n'a pas de raison d'y pénétrer puisque, c'est d'ailleurs sur la figure prochaine, parce que la zone de transition est beaucoup plus dense que lui. Donc il est quand même assis sur quelque chose de plus dense. Deuxièmement, si ce liquide pénétrait, il se resolidifierait immédiatement puisque la zone de transition n'est pas saturée en eau. Elle a plus d'eau que le manteau au-dessus, ça fait donc le LVL, mais elle n'est pas saturée en eau. Donc il n'a pas de raison de tomber vers le bas. Troisième chose, plus vous mettrez d'eau dans la zone de transition, plus vous en remonterez de l'eau, de toute façon, puisqu'il y a ces mouvements de convection qui font qu'on fait apparaître un LVL. Donc vous pouvez bien descendre, mais à un moment, elle va remonter cette eau. Donc on ne peut pas les stocker là de façon permanente. Pour ce qui est du stockage dans le manteau inférieur, les coefficients de partage entre les minéraux de la zone de transition et le manteau inférieur sont de l'ordre de 10 puissance 3. Donc on a de l'eau qui est très favorablement renvoyée vers la zone de transition plutôt que dans le manteau inférieur. Et puis récemment, il y a eu des zones de faible vitesse qui ont été observées en dessous de 170 km, qui sont interprétées comme des matériaux qui contiennent un peu trop d'eau
et qui font des LVL, enfin des LVZ, des zones de faible vitesse, mais en dessous des 170 km, qui montrent que le manteau inférieur n'a pas envie de prendre de l'eau. En fait. Il n'y a rien qui montre que l'eau. Donc, un océan, parce que c'est ça dont on parle, un océan recyclé que vous voulez essayer de mettre dans une autre station, ça peut faire beaucoup. Donc, pourquoi pas essayer de tester un modèle où le liquide remonte plutôt que de descendre. Alors, on va regarder ce que c'est que ce melt stagnant dans le LVL juste au-dessus de la 410. Donc ça, c'est le delta rho dont je vous parlais. Ici, on a un manteau sup, 410 km. Ici, la zone de transition. Vous voyez le delta rho qui est là lors du passage de olivine à vastéite. Et ici, c'est différents types de melt modélisés, plus ou moins de fer, plus ou moins d'eau. Et donc, il y a bien une zone ici. Ici, j'ai la densité et la profondeur. Il y a bien une zone où le liquide, il veut bien rester. Ça a été montré. Je n'ai pas mis la première rêve. Ça, c'est pareil. C'est du Stolper 1995, que les liquides sont très compressibles et vont devenir aussi denses que le manteau. Ça date d'un bon moment. Il y a plein d'études qui ont été faites, Matsukage, Condamine et Frost, du Freitas, qui sont attachés à voir la densité du liquide, c'est-à-dire combien faut-il mettre de fer pour que le liquide soit là, ou plutôt quel type de fer on obtient dans un liquide généré dans ces conditions, et quelle quantité d'eau peut bien être dedans, puisque le fer densifie les liquides, alors que l'eau les rend plus légers. Donc il y a une balance ici qui s'établit. Bon an, mal an, si vous mettez 12% de fer dans votre liquide, qui est l'analyse la plus jolie qui a été faite avec un système de sandwich sur des multi-expériences qui est très bien faite, qui se produit. Le liquide ici, à faible taux de fusion encore, va avoir, puisqu'on parle de quelques pourcents de fusion, va avoir 12,3% de fer ici. Si vous mettez 6,5 ou 8% d'eau, votre liquide, il est bon. Il va rester à cet endroit-là. Il a les bonnes teneurs. Maintenant, j'y viendrai après, si vous mettez moins de fer, le fer il va remonter. Si vous mettez plus d'eau, le fer va remonter. Si vous êtes plus chaud, le fer va remonter. Et opposé. Le liquide. Le liquide. Qu'est-ce que j'ai dit? Des bêtises? Le liquide riche en fer. Non, mais attends. Le liquide va remonter. Pardon. Autre chose, il faut expliquer. Donc ici, les stations, elles ne sont pas triées de la même manière. Elles ne sont pas triées tout à l'heure, comme tout à l'heure, par rapport à la profondeur de la DAC 410 km, mais par rapport à l'épaisseur de la zone de LVL. Encore une fois, la sismologie, attention, je n'ai pas dit, elle ne voit que ça, parce que la sismologie voit des contrastes. Donc au moment où on a un contraste, on rentre dans le LVL, on le voit très bien. Par contre, dans le LVL, pour elle, il n'y a pas de changement d'impédance et tout ça, donc elle voit surtout le haut. Donc il va falloir quand même trouver un moyen, sur la base de ces densités, de ces liquides, pourquoi il y a une telle variation entre quelques kilomètres et 90 km au plus haut, mais on dit généralement 60, c'était une discontinuité des 350 km qui était proposée à un moment. En fait, on peut dire maintenant que si on a des hétérogénéités de manteaux en termes de température, de quantité d'eau, de quantité de fer, et aussi parce que parfois on a des mouvements verticaux, des mouvements dans un sens, dans l'autre, on va faire changer la hauteur de la LVL par ces systèmes-là. C'est compréhensible. À des endroits, on a du manteau qui va descendre, donc on va avoir moins de LVL parce qu'on n'a pas cet effet de fusion, de déhydratation. Donc on peut avoir ici un liquide plus ou moins riche en eau, plus ou moins riche en fer, à une température plus ou moins élevée, qui a un point ici de neutral buoyancy, en français de densité par rapport au manteau. Là, ici, le liquide est plus dense, ici, le liquide a la même densité que le manteau. Et comme le liquide s'expand beaucoup avec la pression, ici, si vous arrivez là, le liquide, il remonte jusqu'à la surface. Jusqu'à la surface, il sera buoyant. Ici, pareil, ce liquide, jusqu'à la surface, il sera buoyant. Donc, il y a ces hétérogénéités qui sont dues à tout ça. Et on a un liquide qui diffuse facilement et qui donc génère
toute cette variété-là d'altitude. Parce qu'ils sont très mobiles. Ils sont très mobiles, très mobiles. Alors, pour estimer combien il y a d'eau, parce que c'est une grande question toujours, je ne dis pas qu'on a la vérité ici, mais pour estimer combien il y a d'eau dans la zone de transition, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes que sur mon premier transparent, parce que ça bouge avec le temps, au fur et à mesure qu'on refait le papier. Supposons que les courants ascendants, descendants, que tous les mouvements, les diffusions, etc., on fait en sorte que juste d'un côté et de l'autre de la 410, on soit à peu près équilibre en teneur en eau. Il y a à peu près autant d'eau au-dessus qu'en dessous. Ça veut dire qu'ici, on a un manteau d'olivine saturé en eau et un liquide LVL qu'on a calculé avec entre 0,5 et 1% de melt dans le LVL. Ça, c'est du Freitas que je n'ai pas très bien expliqué, mais il voit des quantités extrêmement faibles de melt dans le LVL qui suffisent à expliquer la sismologie. Un melt qui contient 6,5% d'eau. On a la hauteur ici on a ça nous détermine une certaine quantité d'eau qu'on ajoute à la valeur de saturation de l'olivine. L'olivine est saturée puisqu'elle fond en générant un melt, parce qu'il y a trop de melt. Donc elle est forcément saturée, il y a un melt qui est dû à la déshydratation. On calcule que si dans la zone de transition il y a 2160 ppm d'eau, on génère, en remontant ça un tout petit peu, on génère entre 0,5 et 1% de melt avec cette teneur-là. Alors, un commentaire d'un des reviewers, 2160 d'eau, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si j'en mets plus? Si j'en mets plus, ça va aller dans nos sens. Mais je vais vous y amener doucement. On a ici un profil qui est compatible avec la limite de saturation de l'eau dans l'olivine, qui est en accord avec la fabrication d'un LVL ayant ces propriétés-là, qu'on va prendre comme un modèle stable pour calculer la teneur en eau et pour regarder ce qui se passe quand on remonte du manteau et quand on fait les mouvements de dynamique qu'on connaît. Mais avant, de quoi on parle dans le LVL? Est-ce qu'on parle de beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau? De quoi on parle? Donc, pour calculer, pour estimer de quoi on parle, on va considérer que, comme Wayne Anderson l'a proposé il y a bien longtemps, que tout le matériel du slab pénètre la 410 km. Ce que la sismologie montre partout. Tout le matériel subducté ne pénètre pas forcément le manteau inférieur, mais elle pénètre les 410 km. Donc ça fait 250 km3 de matériel par an. Le fait d'entrer cette quantité dans la 410 vous oblige à remonter ailleurs. Okay, on est obligé de remonter le matériel. Donc on calcule la surface à 410 km, 4,5 m², et donc on peut calculer que pour compenser de cette entrée de matériel dans la zone de transition, il va falloir remonter de 1 mm par an. C'est pas beaucoup. 1 mm par an, mais si on met, c'est pas 2000, c'est 2150, 60 la valeur que j'ai. Si on met 2000 ppm d'eau dans votre zone de transition et vous remontez ça, ça fait, avec un taux de fusion qui correspond à ça, ce type de melt ici, etc., vous générez un low velocity layer melt, un melt là-dedans qui contiendra toute cette eau. Je reprends. Vous mettez quelque chose dedans, ça remonte. En remontant, on génère un melt qui a les propriétés qu'on a déterminées tout à l'heure. On va faire un taux de fusion entre 0,5 et 1% de melt, et on a un melt qui a 6,5% d'eau à l'intérieur. Dans ce melt, on a 4,5 10 puissance 11 kg d'eau par an, qui comparé au flux d'eau subducté, 3,5 à 8 10 puissance 11 kg par année, ce qui veut dire que si, déjà, comme ça, si vous prenez tout ce liquide et que vous le faites remonter, vous bouclez. Vous rentrez et vous refaire sortir par le LVL, c'est bon. On peut tenir aussi longtemps que vous voulez, avec un eau sur la surface. Alors, ça ne prouve pas formellement que
que le Montal Rate Model est le bon. Mais à l'inverse, si cette eau, vous ne la faites pas remonter, ça veut dire qu'avant, on avait 2 océans d'eau. Et ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si vous ne faites pas remonter toute cette quantité depuis 2,5 milliards d'années, il va falloir la mettre quelque part. Donc là, ici, on a l'avantage d'ici, on va aller plus loin après, c'est quand même que l'eau qui rentre ressort. On est dans un steady state, au bout de 4,5 milliards d'années, c'est quand même bien de trouver un steady state. Mais pourquoi il remonterait ce liquide? Alors, pourquoi ce liquide remonterait? Ça réside un peu dans le simple fait qu'ici, il y a un point de neutral buoyancy qui, s'il est dépassé, fait un melt buoyant qui remonte. Donc, comment arriver à faire un melt buoyant qui remonte, éventuellement ici, où vous voulez. Alors, on vient de voir qu'on en rajoute un paquet de LVL de melt tous les ans, tous les secondes. On remonte du melt qui, lui, éventuellement augmenter le volume. Pourquoi augmenter le volume? Parce qu'on ne fait pas de bounce, parce que ça diffuse vite. On diffuse, et ce liquide en diffusant, ben, il va diffuser d'un côté à l'autre, il va diffuser là, et là on se retrouve peut-être dans une situation où votre melt il est buoyant et il finit par remonter. Première possibilité, juste la diffusion, alors qu'on a un flux de melt permanent. Deuxième solution, si la température localement est plus élevée, c'est ce que j'ai dessiné. C'est ce que j'ai dessiné ici. Si la température est localement plus élevée, on va faire plus de fusion. Plus de fusion, ça veut dire un peu moins d'eau, mais moins de fer. Et il y a un troisième effet qui est qu'à haute température, le manteau d'olivine, il prend moins d'eau. Donc, bon an, mal an, on va avoir un liquide qui va être moins dense si vous faites des hautes températures. Si dans cette zone, dans cette région de la zone de transition, parce qu'elle n'est pas forcément homogène en eau, vous avez beaucoup d'eau, vous allez beaucoup fondre, votre taux de fer dans le liquide va diminuer parce que vous avez un taux de fusion plus élevé, donc et ce liquide, pareil, va remonter. Donc il y a plusieurs manières de faire des liquides buoyants qui vont remonter. En fait, toute hétérogénéité, peut-être d'un côté, elle va stocker le LVL qui sera plus dense et qui va augmenter l'épaisseur, parce que comme il est dense, il aura du mal à devenir buoyant, et puis dans d'autres régions, il est plus buoyant, et toutes les hétérogénéités vont faire susceptibles de faire remonter de l'eau, pas forcément partout, mais faire remonter de l'eau. Remonter de l'eau, je parle d'un melt plein d'eau. Alors, a-t-on des indices de remontée de melt riche en eau et d'éléments incompatibles? Ben, en fait, on en a plein, mais on ne les regarde pas. Déjà, celle-là. Alors, vous allez me dire, je vais chercher loin. Oui, je vais chercher loin, mais d'où ça vient cette refertilisation du manteau lithosphérique? Moi, j'ai recherché 40 papiers parce que j'ai demandé à des gens qui... Est-ce qu'on sait d'où il vient? Ben, on ne sait pas d'où il vient, mais ça se trouve sous les continents, sous les océans, partout. Il y a des remontées de liquides, de fluides qui pourraient participer à... D'ailleurs, j'en ai parlé quelque temps avec Christian aussi, qui pourraient parvenir, donc toutes ces melts pourraient parvenir de cette zone de transition. Et puis, il y a tout ce LVZ, là, toutes les zones de faible vitesse qui ont été interprétées par d'autres effets, des relations avec des carbonates, de la fusion CO2, carbonate-silicate, où il y a entre 80 et 150 km, des zones de faible vitesse aussi. Et pourquoi ça serait localisé particulièrement à ces endroits-là? Eh bien, c'est juste au moment où on commence à avoir la couche limite thermique, donc la température diminue très fort avec la profondeur, et donc où les liquides qui remontent vont perdre leur eau, se figer, se positionner, et peut-être que ça ici, donc ici c'est en fonction de l'âge de la zone. On a des endroits où c'est très localisé parce qu'on a des profils de température très raides et peut-être que les liquides s'arrêtent dans une région assez délimitée. Par contre, pour des profils de température beaucoup plus horizontaux, peut-être que les liquides en remontant s'arrêtent ou lâchent leur eau ou lâchent leurs incompatibles, des endroits différents qui participent l'un à l'autre. C'est de la spéculation, mais ça donne une possibilité d'expliquer les deux choses en même temps. Alors j'ai un dernier point qui est plus marrant à mon avis.
c'est que, en fait, par le petit modèle qu'on a développé avec Nathalie sur la quantité qui était du ferro-wolfram, hein, mais qu'on a repris dans les calculs, sans que ça change rien, c'est juste de l'Excel, de la quantité d'eau qu'on peut mettre dans le manteau supérieur en fonction de la température du manteau. Voilà ce qu'on obtient. Ici, on a un manteau qui est froid. Aujourd'hui, c'est 1650 à peu près la température potentielle. Si c'est froid, on peut mettre beaucoup d'eau dedans, donc on pourra mettre beaucoup d'eau dans le manteau dans le futur, dans 2 milliards d'années. Ici, j'ai considéré une zone de transition qui serait la même qu'aujourd'hui. Pardon, une LVL. Une LVL qui serait la même qu'aujourd'hui. S'il y avait à peu près la même quantité de... Puisque finalement, la LVL est définie par le fait que c'est buoyant, no buoyant, et ça, ces propriétés sont faciles à modéliser. Donc j'ai considéré ici que j'avais la même couche au-dessus de la 410, donc je peux, à partir du profil d'Olivine, déterminer ce qu'on aura dans la zone de transition dans 2 milliards d'années. Et puis, il y a 2 milliards d'années, la transition archéen-protérozoïque, quand s'est mis en place toute cette convection et cette descente de slab qui est certainement nécessaire pour emmener l'eau, il y a 2-3 milliards d'années, eh bien, le manteau était beaucoup plus chaud, donc on avait beaucoup moins d'eau dans le manteau, parce que les minéraux ne prennent pas d'eau quand ils sont chauds. Eh bien, on avait la même LVL qui s'est mis en place, et cette quantité d'eau ici. Donc en fait, on a, alors ici, en fonction de la température du manteau, on peut regarder combien on a d'eau dans le manteau olivine bearing, dans la zone de transition et dans tout le manteau supérieur. Aujourd'hui, si on prend ce modèle ici, que j'aurais pu prendre une couleur, non, il est là-haut. Aujourd'hui, excusez-moi, on a à peu près un océan d'eau là-dedans. Cette surface ici, là, multipliée par le volume, c'est un océan d'eau. Dans l'Archéen, late Archéen, début du Protérozoïque, on avait un manteau plus chaud, moins d'eau, et on se trouve ici avec 0,6 océan d'eau dans le manteau supérieur. Dans 2 milliards d'années, si on arrive à 1400 degrés, 1500-1400 degrés, vous aurez 1,5, 1,6 fois le volume, la masse des océans, dans le manteau. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'eau. On avait moins d'eau avant dans le manteau, parce qu'il était chaud. On a plus d'eau maintenant, et on en aura encore plus tard. Ce qui revient à une variation du volume des océans de 20%. Là, je ne vous ai pas mis la ref, mais il y a les refs, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. On en a parlé avec Marion, etc. Il y a de fait une capacité du manteau à stocker de l'eau qui augmente avec le temps. Donc j'ai presque fini. Juste un tout petit truc, mais je vais le faire tout de suite. Je vais avec l'autre. Donc j'ai fini, mais j'ai pris ça pour rigoler parce que je me suis dit qu'il avait des expressions là-dessus. Alors il en a des salés, hein. Je vous conseille d'aller voir. Enfin, il y en a une qui est pas mal, à l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. Pourquoi elle m'intéresse celle-là? C'est parce qu'en fait, si on regarde d'un point de vue planétologie, on se dit, mais c'est quand même spécial la Terre, parce qu'on a aujourd'hui une à l'intérieur, on a deux masses d'eau entre le manteau sup et la surface. Mais si, initialement, vous n'aviez eu qu'une masse d'eau au lieu de deux, d'un point de vue la création, si vous aviez eu qu'une masse d'eau, ben, il y a un moment où il n'y aura plus d'océan, puisque le manteau est capable de stocker une masse d'eau. Pardon, ici, mais il n'y a même pas un... Aujourd'hui déjà, pardon, je me trompe entre différents cas. Aujourd'hui, on a une masse d'eau. S'il n'y avait qu'une masse d'eau, il n'y aurait pas d'eau sur Terre. Par contre, si on avait eu 3 masses d'eau, aujourd'hui, on en aurait 2 sur Terre. Donc on n'aurait pas de continent. Donc la quantité d'eau qui est sortie du manteau doit être la bonne pour qu'on ait des continents, des océans bien calibrés. Et ça va changer. Ça a changé avant, 20%, c'est pas énorme, hein, mais ça va changer, cette quantité d'eau, mathématiquement, si les faux, c'est faux. Hein. Mais donc, voilà. Merci. Donc, tu vas nous passer le niveau de la mer. Merci.
C'est en Islande. Yoann? Moi, j'ai une question sur le début, sur le cycle de l'eau et les flux. Tu considères que tout le magmatisme produit de l'eau qui est émis, mais on sait par exemple que le magmatisme d'Arc produit des grandes quantités de magma et que l'eau, ce magma ne sort peu comparé à la quantité de gaz émis. Ce que je veux dire, c'est que le flux de magma produit dans les zones d'Arc, de subduction, des grandes quantités d'eau que tu ne prends pas en compte. Donc, ce que tu me dis là, c'est que peut-être que cette valeur est surévaluée, peut-être qu'il y a une quantité, peut-être qu'on recycle moins que ce qu'on estime. C'est ça que tu me dis? Eh bien, je pense que surtout, on sort beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'eau du magmatisme, parce qu'en fait, on sous-estime la quantité de magma qui dégage de l'eau. Or, par exemple, si on prend le cas du soufre, mais c'est le cas de l'eau aussi, il y a un excès de soufre qui est émis par le magmatisme d'Arc, tout simplement parce que les magmas ne sortent pas. Et c'est vrai aussi pour l'eau. Et puis, tu as aussi une partie de l'eau qui va dans la construction des plutons et des continents. Donc, ce que je pense, c'est que tu dis qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans le manteau parce que tu calcules un flux de sortie qui est peut-être sous-estimé, à mon avis. Enfin, ton flux de sortie, il est nécessairement sous-estimé tel que tu le calcules là, en prenant les 2000 ppm et le flux de magma. Parce qu'on ne voit pas le flux qui dégaze réellement et le flux qui contribue à la construction des continents. Si on dit qu'un magma d'Arc, c'est entre 5 et 6% d'eau, toi, tu mets combien? Tu dis en fait, ils ont beaucoup plus d'eau. Non, je dis ils ont cette quantité d'eau, sauf que toi, tu estimes un flux de magma qui est complètement sous-estimé parce que les magmas oui, mais tu n'empêcheras pas les minéraux du manteau d'emporter de l'eau. Tu ne les empêcheras pas. Ah non, ça, c'est pas de souci. Donc, tu peux changer un peu cette valeur. Mais sauf qu'en fait, il y a plus de magma qui est produit, sauf que nous, c'est basé sur les estimations, là, sont basées sur les émissions. Je ne sais pas, mais là, Ivan, on s'en fout en fait des magmas d'Arc, parce que là, ce qu'il regarde, c'est ce qui rentre. Et ce qui rentre, c'est le bilan il est au niveau de la croûte. Tout ce qui sort de la croûte, ça va dans les magmas d'Arc, et finalement, les magmas d'Arc sont bons. Il y a un calcul à 2000 ppm. C'est pour les ici. Ah oui, mais ça, c'est juste sur. L'arc, il n'est pas compté là-dedans. On ne compte pas l'arc. L'arc, c'est les 65. Non, pardon. Les 55-60% d'eau subductée ressortent dans les arcs. Ça, c'est clair. Mais il dit que c'est plus. Donc, cette valeur pourrait être un petit peu surestimée. On a peut-être un petit peu moins d'eau qui est recyclée vers le manteau profond, mais ça. C'est plus la outcoming water qui, je pense, est sous-estimée. C'est peut-être des facteurs 2 ou un truc comme ça. Mais ça, c'est les morts, outcoming Dans les water. blancs, ça fait la même chose que dans les arcs, en fait. C'est ça. Si dans les blancs, tu dis ça sort du manteau aussi. Oui, mais ça, c'est les 50. Tu as 55% d'eau, 55% de l'eau recyclée qui ressort dans les arcs. Mais c'est pas moi qui ai fait les papiers. J'ai l'impression que le flux les relire. de l'eau entre les réservoirs internes et externes de la planète, tu as intérêt de bien caler ce qui se passe dans les zones de subduction, où tu as de l'eau qui va oui. des plutons, Oui, mais ça, qui dégage et que tu ne vois pas ce phénomène. Ça, on n'a pas été les premiers à faire ce petit calcul. Ça, si ça n'a choqué personne, même si des deux côtés le calcul est juste, si ça choquait personne, c'est les gens ils se sont dit bon les minéralophysiciens là vous êtes trompés là, vos NAMS ils prennent pas de flotte. Non mais on peut faire, une borne inférieure et une borne supérieure. Oui, bon. Ah bon, c'est juste que dans le magmatisme d'Arc, tu ne peux pas utiliser la quantité de magma produit pour calculer ce qui sort en eau. Mais ça c'est pas calculé à partir de ça. Ça c'est calculé à partir des expériences de déshydratation ici, qui montrent que la déshydratation des minéraux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ben non, mais c'est bon, si tu acceptes ça, t'es cuit là. Parce que la déshydratation ici des minéraux génère des NAMS. C'est basé sur le pourcentage de déshydratation du slab à la pointe des arcs. Voilà. C'est pas basé sur la production de magma.
Et en faisant de l'hypothèse que toute l'eau ne sort pas par la substitution comme volcano. Basé sur le pourcentage d'eau Tout qui sorti utilise. verticalement. Bah oui, c'est à cause de ça. Les gens, ils cherchent des alternatives. Oui, oui. Mais l'autre alternative, elle est de dire que finalement, l'eau va se plaquer partout, partout sous les continents, sous les océans. Elle va se plaquer partout parce qu'elle remonte à certains endroits et elle va réhydrater, voire faire du volcanisme de temps en temps. Une autre question pour Denis. Ouais, Ali. Là, ton budget de l'eau terrestre, tu as 2 océans, c'est ça? Un dans le manteau. Au-dessus de 670 km. Après, dans le manteau inférieur... C'est pour ça, c'est ma question venue par là. Parce que lorsque tu regardes les modèles géochimiques plus ou moins, tu trouves qu'on peut facilement avoir 10 volumes d'eau, des océans, 10 ou 11 océans à l'intérieur de la... Non, mais ça, je crois que c'est beaucoup trop. Non, L'idée, de toute façon, Mais derrière c'est pas ça... basé sur de la point de vue minéralogique, on ne voit pas à 660. non, mais je ne parle pas de 660, je te parle. Au On départ, sait que les peut-être, impacts Marseille, tout ça, on ne perd pas l'eau. Tu Oui. prends les building blocks de la Terre, maintenant même les chondrites statiques sont riches en eau. Tu fais ça, tu fais un calcul simple, tu trouves facilement 10. Hein. Mais bon, ça on fera le calcul si tu veux ensemble. Mais ça veut dire que le monte inférieur ou ailleurs, tu dois stocker de l'eau. Bah, déjà, il y a un coefficient de partage de 1000 hein, entre Dans le noyau. ici, là, entre ça et ça. Non, pas dans le noyau. Là, ici, là, tu mets l'équilibre. Cette phase-là et cette phase-là, il y a 1000 fois plus d'eau là-dedans que là-dedans, dans une manip. Après, il y a des pentes. Ici, il y a des pentes, des low velocity zones, pas des pentes, des zones de faible vitesse qui ont été vues au-dessous des États-Unis, je ne sais pas où, qui montrent que l'eau va avoir du mal à rentrer là-dedans, puisque si elle rentre, ça va commencer à fondre. Après, les manips sont contradictoires. Il y a toutes les manips de Nathalie qui étaient faites sur des monocristaux vachement bien. Ils en ont refait sur des monocristaux. Ils voient plus d'eau dedans, donc ça reste en discussion. Mais de toute façon, tel qu'on le sait aujourd'hui, l'eau, elle vient quand même de dégazage de la Terre. Donc tu vas pas remettre. C'est comme si tu avais dégazé de l'eau que tu remets après. Mais pourquoi elle a été dégazée si tu veux la remettre après? Donc en suivant cette idée, il y a probablement, alors peut-être qu'il y en a, peut-être qu'elle continue à dégazer légèrement, mais tu ne vas pas recharger par des océans d'eau un manteau qui a dégazé avant. On n'a pas beaucoup changé la dynamique. Donc, le bilan, effectivement, ici, il est, je te l'accorde, mais on ne le dira pas, c'est qu'effectivement, le bilan ici, il est peut-être exagéré parce qu'il y a un tampon d'eau dans le manteau inférieur qui relâche le son. D'autres questions? Il y a une question en ligne. Vas-y, Ariel. Ken, vas-y si tu veux poser la question. OK. Allô? Yes, on t'entend. Okay. Parfait. Donc, 2 points. Pour l'histoire de la bilan de masse de la zone de subduction, c'est pour mon en général, c'est combien de serpentines on met dans ce calcul. Donc, s'il y a beaucoup de serpentines en dessous de la croûte océanique qui étaient comptées pour des manières de recyclage, bien sûr, on met beaucoup de l'eau dans le manteau. Mais si on change la estimation, la réponse est complètement changée. Donc, je pense que quand tu as choisi le chiffre, implication, c'est que tu as choisi combien de serpentines tu as compris dans le calcul. C'est pas moi qui ai choisi, c'est les papiers. Oui, bien sûr, oui. Mais bon, ouais, je pourrais dire, si on ne met pas d'eau, pourquoi on a les low velocity layers? Oui, OK. Ouais. L'autre point, c'est plutôt question générale de ton modèle de la mountain range. Donc, si j'ai compris bien, il y a des lots, la volatilité, c'est toujours saturé dans le manteau sup. Si ça c'est le cas, pourquoi pas on ne voit pas dans la conductivité ou des choses comme ça régulièrement dans la baissement de conductivité. Je pensais que le manteau sup, c'est assez sec. Alors, c'est une grosse discussion qu'on a eue effectivement, qui est la question de, j'en avais parlé avec Étienne aussi, c'est la question ici et Damien a fait un papier complètement à 90 degrés de ce que je suis en train de présenter ici. La question c'est combien, d'abord, c'est juste ce que tu dis sur la saturation, mais je vais commencer par ici. C'est de la fusion qui n'est pas générée, on est en dessous du solidus, là on est plus bas, on génère un melt parce qu'on a trop d'eau. Donc ici, on a trop d'eau, on fait du liquide.
Donc ça veut quand même dire qu'ici, l'olivine, elle a trop d'eau. Donc ici, on est obligé de la mettre ici, la teneur en eau dans l'olivine. Après, ce qui se passe, c'est que, mais ça, on a développé ça dans le papier, c'est que si tu prends ce manteau-là et que tu le remontes, en fait, tu vas toujours générer un petit peu de liquide, mais en quantité très très faible. On a fait les calculs, si tu remontes cette matière de 10 km, 50 km, ça fait une quantité de liquide qui est en dessous de la limite de détection par les expériences et aussi très certainement la sismologie. Il faut bien se rappeler, d'ailleurs, c'est très visible là-dessus. Là-dessus, c'est que non seulement la sismologie, mais aussi toutes les mesures géophysiques de conductivité, elles voient des contrastes. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui change, comme ici, on le voit très bien. Maintenant, si tout est homogène, ils ne voient rien des méthodes électriques et de conductivité. Ici, il y a d'autres petites zones qui sont soit du bruit, soit des vraies régions hétérogènes. Mais c'est le contraste que la... Par exemple, ici, milieu même de la low vestile layer, où il y a la même quantité d'eau qu'ici, au milieu même, la sismo, elle ne voit rien. C'est parce qu'il y a un contraste, et entre les deux, on a ce layer qui est homogène. Donc, pourquoi saturé d'eau? Saturé d'eau parce que, à cause de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que si tu es saturé ici, alors peut-être pas partout, ce liquide, si tu remontes ce matériel-là ici, d'ailleurs c'était écrit dans un papier d'Hirschman que j'ai retrouvé 3 lignes ici, si vous voulez expliquer si, elle n'allait pas chercher ça là-dedans et tout, donc c'est déjà écrit, il y a du Carato et tout, il dit c'est saturé en eau, tout ça c'est écrit. Mais pourquoi saturer en eau et tout? Eh bien, nous, on dit que c'est saturé en eau parce que quand ça remonte, eh bien, on va refondre à tous les moments. Et tout ça, c'est des fractions très très faibles. Donc, je ne crois pas que les arguments contre soient très très forts. Et après, les mesures de conductivité électrique, je les connais un peu parce que Damien a travaillé là-dessus aussi. C'est quand même un merdier, hein, d'un endroit à l'autre, ça varie comme ça. Hein. Non? Non, mais si c'est distribué de façon homogène, parce que c'est produit par le manteau lui-même, eh ben, tu ne vas pas avoir d'anomalie. Pas d'anomalie. Et la conductivité électrique et la sismo, ce qu'elle voit, c'est les anomalies. On n'utilisait pas la valeur absolue pour décider est-ce que c'est sec ou non, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas, mais ça, je sais pas. Tomo, c'est ça. Hein. Vas-y, Thierry. Là, ça dépend de la connectivité, hein, la conductivité électrique. J'ai une question sur la diapo là où tu as ce genre de courbe. Là, tu as les 3 courbes en fonction de la température. Tu es en train de nous dire, tu me corriges hein, parce que c'est pas mon domaine. Au fur et à mesure que tu refroidis la Terre, plus exactement le manteau s'hydrate. Il a plus d'eau à son niveau de saturation. Ça veut dire quoi? Il a plus d'eau à son niveau de saturation. Potentiellement, il peut en avoir plus, ou alors il en a plus. Potentiellement, il y en a plus. Ouais, mais pas nécessairement. Et si tu lui fais passer de l'eau à l'intérieur, il va la prendre. Ouais. S'il y a de l'eau, il va la prendre. Il ne va pas faire de melt. Ici, si tu rajoutes... Donc ma question, c'est si jamais le manteau s'hydrate, ce que tu es en train de me dire, il a une capacité supérieure, au fur et à mesure qu'il se refroidit, à incorporer de l'eau. Si jamais la tectonique des plaques continue, il n'y a pas de moyen de l'empêcher de s'hydrater. Si ce modèle de cyclage d'eau est juste, tu fais circuler de l'eau dans le manteau, lui, naturellement, il va prendre. Oui. Et donc, ça voudrait dire